Bon début de semaine et bienvenue dans ce journal du lundi 23 février 2026 autour de l'actualité de ce matin. Ces lignes d'offensive violente des forces armées de la République démocratique du Congo contre le milicien de la SCRP de Thomas Lubanga dans la province de l'Ituri. Une attaque considérée comme la plus violente dans cette zone en état de siège. L'armée congolaise a bombardé des positions de ces rebelles. Le porte-parole du secteur des opérations de l'armée congolaise en Ituri revendique la neutralisation de plus de 49 miliciens capturés avec plus de 500 armes de différents calibres et munitions de guerre et sans autres se sont rendus selon lui. Plus de détails dans ces images et commentaires. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la province de l'Ituri amorce un tournant décisif dans la restauration de l'autorité de l'État. Sur le terrain, les opérations militaires menées par les forces régulières de la RDC sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kancha Madjoni s'inscrivent dans une approche globale visant la paix. Une stratégie qui s'aligne dans la ligne droite du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au quartier général, les commandants du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a présenté au gouverneur militaire un bilan détaillé des opérations militaires. Ce bilan matériel est impressionnant. Plus de 500 armes récupérées, donc des armes AK-47, de PKM, de lance-roquettes, de bombes artisanales, des caisses complètes de munitions ainsi que des équipements logistiques et des dispositifs de surveillance. Un véritable coup dur dans le rang de CRP et du ZADF MTM. Entouré des commandants de grandes unités, le lieutenant-général Luboyan Kancha Madjoni n'a pas caché sa satisfaction face aux résultats obtenus dans le théâtre des opérations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons repris tous les territoires et nous avons au moins 80% du territoire sécurisé. Il ne nous reste plus que Boulé et les environs. Et cela grâce à qui? C'est là grâce à ces vaillants commandants que vous êtes en train de voir à côté de moi ici. À qui vraiment j'adresse mes très sincères félicitations. Non seulement à mon niveau, parce que ces félicitations sont venues du commandant suprême. Ces félicitations sont venues aussi du chef d'état-major général. Donc je suis l'homme le plus fier d'avoir un état-major comme celui-ci qui a prouvé que les FARDC existent et les FARDC peuvent répondre valablement à leur mission. Des avancées visibles sur le terrain. Au-delà du matériel saisi, deux villages autrefois désertés retrouvent peu à peu leurs habitants. L'Ituri, sous l'état de siège, avance vers sa pacification. La réunion du comité technique du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise a vécu à Kinshasa pour cette session. Les parties prenantes se sont concentrées sur l'amélioration de la sécurité de la population, la protection de biens publics et privés, gage d'une police professionnelle, respectueuse des droits humains et proche de communautés, nous dit Pierre Mbouyou dans ses reportages. Les coordonnateurs de la cellule des réformes de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires Sylvano Kasongo Kitenge avaient présidé au nom du commissaire général de la PNC les assises de l'ouverture de la réunion du comité technique du programme conjoint d'appui à la réforme de la PNC en RDC. Ces travaux, qui s'étaient tenus durant 48 heures, soit du jeudi 19 au vendredi 20 février dernier, au commissariat général de la PNC à Kinshasa, étaient axés sur plusieurs thématiques inscrites à l'ordre du jour et avaient pour principal objectif l'amélioration de la sécurité de la population, la protection des biens publics et privés en République démocratique du Congo à travers la mise en place d'une police professionnelle, respectueuse des droits humains et proche des communautés et capable de répondre efficacement à leurs besoins de protection et de sécurité conformément aux principes de l'état des droits. Cette réunion du comité du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la police, piloté par le PNID, est organisée une fois là à Kinshasa avec toutes les parties prenantes. Ainsi, au nom de M. le commissaire général de la police congolaise, il déclare ouvert les travaux de ce jour. Cette rencontre marque une avancée significative dans les processus de réforme de la police en RDC et vise également à renforcer la confiance mutuelle entre la police et la population
et à contribuer à la stabilisation et à la pacification dans les 10 zones d'intervention concernées, à savoir Kinshasa, les Grands Kasaï, Tanganyika, les Grands Kivu, le Maïndombe, l'Ituri et le Haut-Ouri. Et rendons-nous à présent à Lubero, dans la province du Nord Kivu. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, est allé à la rencontre d'une population vivante sous la menace persistante de rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, AFC et M23. Une visite à forte portée symbolique dans cette partie du territoire de Lubero, marquée par un message de solidarité, d'unité nationale et d'espoir pour le retour durable d'une paix en République démocratique du Congo. Tete Bungunja. À quelques kilomètres d'ici, derrière cette chaîne de montagnes qui domine le centre du territoire, se trouvent les positions de rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par le Rwanda. La ligne de front est à environ 5 km seulement. Ici, l'insécurité fait partie du quotidien. Malgré cette proximité avec les combats, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a tenu à effectuer les déplacements dans le cadre de sa tournée parlementaire dans le Grand Nord. À son arrivée, il est accueilli par l'administrateur militaire du territoire. Sur place, une population nombreuse s'est mobilisée pour l'écouter. Des habitants marqués par des années de violence, mais déterminés à ne pas céder à la peur. Dans son adresse, le speaker de la Chambre basse apporte un message de compassion et de solidarité. Il insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion entre les communautés, condition essentielle selon lui pour faire face à la menace sécuritaire. Il évoque également les démarches diplomatiques engagées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment aux États-Unis et au Qatar, dans la recherche d'une solution durable à la crise dans l'est du pays. Avant de quitter la place publique, Aimé Boji Sangara promet de transmettre au Parlement et au gouvernement les préoccupations sécuritaires et humanitaires exprimées par la population. À Lubero, au plus près de la ligne de front, les attentes restent grandes et l'espoir d'un retour définitif à la paix demeure intact. Direction Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Les travaux ainsi terminés, l'aéroport de Mbandaka est désormais opérationnel le jour comme la nuit après la mise en service du système de balisage lumineux, une modernisation cruciale dans cet aéroport à l'instar d'autres aéroports en cours de rénovation dans le cadre du plan de connectivité aérienne de la République démocratique du Congo. Ces systèmes renforcent la sécurité du trafic aérien. Le samedi dernier, le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Mbemba, s'y est rendu sur les lieux. Question d'évaluer les travaux sur terrain. Reportage. C'est à 15h30 heure locale que le jet privé transportant la délégation du vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, a foulé le sol de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Au pied d'avion, Jean-Pierre Bemba Gombo et sa suite a été accueilli par le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, le représentant du président de l'Assemblée provinciale et les membres du comité provincial de sécurité. À l'explanade de l'aéroport national de Mbandaka, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont notamment le mot de bienvenue du chef du personnel de la RVA. Prenant la parole, le commandant base Alphonse Lioko Wessé a plaidé pour que l'aéroport national de Mbandaka accède aux standards internationaux. Le directeur général de la RVA, Louis Blaise Londolé, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus évaluer les travaux en cours d'installation et de mise en service du système de balisage lumineux de pistes des aéroports de Mbandaka et de Guémena. Une visite guidée de travaux de balisage de l'aéroport national de Mbandaka a sanctionné le passage du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo et sa suite à Mbandaka. La diversification de l'économie passe aussi par une agriculture professionnalisée. Le gouvernement congolais disponibilise plus de 50 000 hectares pour la plantation de palmiers à huile. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, est sur le terrain pour s'assurer que la vision du gouvernement a été bien comprise et appliquée. En Kondi, dans la province du Congo central, Moïndo Nzangi a procédé au lancement de cette coopérative agricole. Edith Chala. Dans la poursuite de ses activités dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, s'est rendu dans les territoires de Luozi, secteur de Mongoluala, au village de Nkundi.
Après avoir visité 250 hectares de maïs de l'entreprise GR+, face aux agriculteurs, Moïse Nzangi a rappelé la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, pour laquelle lui met en place une stratégie structurée autour de 4 C. Culture maraîchère, culture vivrière, culture pérenne et culture du palmier à huile. Il a mis à profit son temps pour évaluer l'équipement envoyé sur place. Le ministère de l'Agriculture envisage la plantation de 50 000 hectares de palmiers à huile par territoire afin de stimuler la production nationale et l'industrialisation. Les transformations agricoles et la province du Congo central est parmi les provinces pionnières de ce vaste programme. Il y a des agrégateurs qui ont été choisis dans des provinces et qui ont reçu l'accompagnement des fonds de la BAD gérés par les fonds sociaux. Et donc nous sommes à la récolte pour la campagne A et nous sommes venus voir tous ceux-là qui ont reçu l'accompagnement du fonds social pour que la population voit les résultats. La présence du ministre d'État Louosi confirme la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture le levier stratégique de diversification de l'économie nationale et de la souveraineté alimentaire. Et de retour à Kinshasa, le ministre de Relations avec le Parlement, Guy Londo, a lancé les activités de l'école du parti à l'endroit des cadres et membres de son parti Agissons pour la République. La première session de formation a débuté déjà hier pour une durée de 6 mois et sera sanctionnée par la remise des brevets. L'objectif de cette école est de former des cadres et militants rigoureux, patriotes, disciplinés et capables de contribuer efficacement à la gouvernance publique de la République démocratique du Congo. Eric Kabamba. Samedi 21 février 2026, la date marque un tournant historique pour le parti politique Agissant pour la République, AREP, parti cher au ministre Guy Loando Mboyo, qui lance officiellement ces jours son école du parti. L'objectif de cette nouvelle institution est clair, former des cadres et militants rigoureux, patriotes, disciplinés, capables de contribuer efficacement à la gouvernance publique de la RDC. La première session des formations de cette école ouverte ces jours durera 6 mois et sera couronnée par la délivrance des brevets par l'université Ouidal, garantissant ainsi une solide valeur académique aux diplômés, a précisé les gestionnaires au quotidien, le secrétaire général Maître Camille Richard Kalele. Pour Maître Guy Loando Mboyo, l'autorité de référence de ces partis, cette école est bien plus qu'une simple formation. C'est un véritable atelier permanent de transformation pour les cadres militants. L'accent sera mis sur 2 priorités fondamentales pour la nation, la pacification et la reconstruction de la RDC. En inaugurant cette salle Mboyo Loando et en lançant l'école du parti en séjour, nous ne célébrons pas seulement une infrastructure, mais encore un programme de formation. Nous célébrons une vision d'un parti organisé, formé, discipliné et résolument tourné vers l'avenir. Une vision d'un Congo uni, fort et prospère. Une vision d'un Républicain engagé, responsable et porteur d'espérance derrière la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur d'une mission pour le Congo, celle de sa pacification et de sa reconstruction. Toutes les formations seront dispensées au sein de ces salles VIP entièrement rénovées, inaugurées et baptisées à l'honneur de Pierre Mboyo Loando. Quelques temps après l'incendie qui avait réduit en cendres les ateliers des ministériels du quartier d'Elvo à Kinshasa, l'heure est à la reconstruction. Les artisans sinistrés ont officiellement bénéficié d'un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie, concrétisant ainsi la promesse faite sur place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alain Bikaï pour le reportage. 4 mois plus tard, la promesse se concrétise ce vendredi 20 février 2026. Le Fonds de promotion de l'industrie a signé un contrat de prêt avec les bénistes en partenariat avec les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. La cérémonie s'est tenue au ministère de l'Industrie en présence de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances, ainsi que des assureurs Afrissure et Activa. Chose promise, chose faite, le financement est désormais disponible. Il permettra de reconstruire les ateliers, de renouveler les équipements et de reconstituer les stocks.
un soutien vital pour ces artisans dont l'activité fait vivre des dizaines de familles et préserve un savoir-faire local précieux. Face à l'urgence, les FPI a opté pour un mécanisme exceptionnel avec des procédures allégées et des conditions d'accès assouplies. Objectif, permettre aux petites et moyennes entreprises de redémarrer rapidement leurs activités. Au-delà des reconstructions, c'est toute une dynamique économique qui se relance. Les commandes reprennent, les apprentis retrouvent les chemins des ateliers et la confiance renaît. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'être promis par le président de la République et réaliser la promesse qu'il nous a promis. Et vraiment, nous sommes très ravis. Et tout ce qui nous a accompagnés, le chemin est long et très difficile, mais par la volonté de Dieu, je sais que nous allons quand même atterrir. Pour les autorités, ces gestes envoient un signal clair. Face aux crises, l'État adapte ses instruments pour soutenir l'entrepreneuriat et protéger les emplois. Et dans un autre registre, face aux travaux d'élargissement de la route nationale numéro 1 à Mbunjimaï, la SNEL a engagé d'importants travaux de délocalisation, de modernisation de ces lignes moyennes et basse tension pour les concerner à ces travaux. Le directeur provincial Jean Crispin Mukendi rassure quant au rétablissement rapide de la desserte en électricité. Un reportage signé Yvette Mankuntima et Ditchala sur les images de Fiston Avingana. Au rythme des bulldozers qui élargissent la route nationale numéro 1, un autre chantier avance, plus discret mais tout aussi stratégique, celui de l'électricité. Face aux travaux d'élargissement de la route nationale numéro 1, la Société nationale d'électricité SNEL SA a pris les devants avec une option, adapter son réseau, sécuriser les installations et garantir la continuité de la desserte pour des milliers de ménages du Kasaï oriental. Sous l'impulsion du directeur général, l'ingénieur Teddy Luambamouba, l'entreprise publique déploie une véritable opération de modernisation. Sur les terrains, le directeur provincial Jean-Crispin Mukendi supervise les équipes techniques mobilisées nuit et jour. Le bilan est parlant, 48 poteaux métalliques implantés en remplacement d'anciens supports en béton. Une nouvelle ligne moyenne et basse tension entièrement reconstruite, des câbles torsadés isolés à lac installés pour lutter contre le vol des cuivres et renforcer la sécurité des riverains. Quand nous avons délocalisé les poteaux sur la nationale, il y a des clients qui, leur câble est passé par ces poteaux. Mais du moment que nous avons enlevé les poteaux, les clients sont desservis. Mais il y a un service qui est en cours pour reprendre l'exploitation normalement pour les clients qui ne sont pas desservis pendant les 7 jours. La première phase des travaux, longue de 7 km, est déjà opérationnelle depuis novembre 2025. La seconde phase, attendue des financements, reliera le rond-point Kalalawankata au rond-point Bakwadiang. De la centrale thermique à la sous-station de Bimpemba, des transitions techniques stratégiques sont mises en place pour éviter toute coupure intempestive. La réunion multipartite pour la gestion des données de la recherche et de l'innovation de la République démocratique du Congo vient de se clôturer. Les participants ont élaboré un plan d'activité à parfaire, ce qui va conduire à la mise en place d'une feuille de route nationale sur la collecte des données pour ces indicateurs de recherche et d'innovation au niveau de la République démocratique du Congo. Reportage. Cette réunion multipartite, organisée 2 jours durant, a permis aux participants de dresser un état des lieux de la gestion des données au niveau de la recherche scientifique et de l'innovation, avec objectif d'améliorer les opportunités énormes qui existent dans ces secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, comme à la recherche scientifique, notamment en termes de la collecte au niveau des institutions, aussi de la digitalisation de la collecte. Olivier Cachon, chef de secteur sciences naturelles et exactes au bureau de l'UNESCO Kinshasa, un plan d'activité a été établi pour produire au finish une feuille de route nationale sur la collecte des données, sur les indications des recherches et d'innovation au niveau de la RDC. Les ministères voudraient réviser la politique de la recherche scientifique, d'où cet état des lieux du système national de la recherche et de l'innovation. Et les cercles des anciens du collège Saint-Joseph Elikia célèbrent le 50e anniversaire d'existence de leur club à Kinshasa. Une journée scientifique a été organisée pour commémorer cette date du 22 février. Yolande Foka.
50 ans de fraternité, de mémoire et d'excellence. Le cercle des anciens du collège Saint-Joseph-Elikia, le CAC, célèbre un demi-siècle d'existence. Dès les premières heures de la journée, l'émotion était palpable. Le caciple, comme ils aiment s'appeler, venus de Kinshasa et de 4 coins du monde, se sont mobilisés comme un seul homme pour honorer cette date mémorable. Première étape, un moment de recueillement intense au mausolée du père Raphaël de la Quétule, figure emblématique et inspiratrice. Puis, direction l'église Sainte-Anne en ces premiers dimanches de carême. Anciens élèves de toutes les promotions confondues, unis par leur dénominateur commun, le collège Saint-Joseph-Elikia, ont élevé leurs prières pour rendre grâce à Dieu et raffermir davantage leurs valeurs chrétiennes. Le coordonnateur du CAC, Jeff Chamala, a retracé avec fierté les grandes réalisations du cercle. Nous avons déjà offert des bancs, nous avons déjà réfectionné la salle des professeurs, on a mis en place un prix Papa Raphaël de la Quétule. Chaque année, nous sommes déjà au 15e édition. On remet des prix à tous les lauréats, les élèves qui ont excellé. Point culminant de cette célébration, la remise des trophées d'excellence. Des distinctions décernées aux anciens qui incarnent les valeurs d'intégrité, de service et de réussite prônées par leur alma mater. Entre accolades fraternelles, souvenirs d'internat et éclats de rire, le passé et le présent se sont rencontrés. Mais au-delà de la nostalgie, c'est l'avenir qui s'est dessiné. Les sons de Viva la Musica étaient le point d'orgue de cette célébration. Et enfin, les représentants et présidents légaux des églises de réveil au Congo viennent de recevoir un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep 4x4 via le conseiller du chef de l'État, Abbé Théodore Tshilomba Chimendondo, pour d'autres détails. La plateforme religieuse Église du Réveil au Congo a maintenant un président et un représentant légal en la personne de l'archevêque Évariste Ejibaya Mampia. Investi le 14 février 2026, c'est vendredi 20 février 2026, l'abbé Théodore Tshilomba, conseiller principal du chef de l'État au Collège de l'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, a reçu dans l'enceinte du cabinet de chef de l'État l'archevêque pour lui remettre le cadeau du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep 4x4 Land Cruiser nouveau modèle, un geste que le chef de l'État a toujours posé en faveur de tous les chefs religieux du pays. Le président de la République a toujours remis des cadeaux aux serviteurs de Dieu. Vous me voyez aller dans différents diocèses, aller même dans beaucoup de confessions religieuses remettre le cadeau. Et aujourd'hui, c'est le tour du représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Avec les contacts à ma main, et donc je dis grand merci au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cette marque de confiance. Ça nous va droit au cœur. Et donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous disons grand merci. Le président et représentant légal de l'Église du Réveil dirige la plateforme avec un accent de paix et de l'unité nationale. Ce journal est terminé. Merci